Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 9, Flash Forwards et Prophéties. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. La prophétie, c'est une figure qui est fréquente, notamment en fantasy, avec notamment la figure de l'élu de la prophétie qui va potentiellement sauver le monde. Mais de manière plus générale, on peut aussi parler de flash forward, évidemment l'inverse du flashback, c'est-à-dire la prolepse, l'inverse de l'analepse. En gros, un aperçu du futur. Ce qui peut prendre plusieurs formes, évidemment, donc il y a la prophétie classique chère à la fantasy. Bob fera X, Y, Z potentiellement, ou alors il ou elle sera repéré par tel et tel signe et annoncera une ère nouvelle, pour schématiser grandement. Ou alors, de façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus détaillée dans la narration, il y a cette figure qui est pas hyper fréquente, mais qu'on trouve quand même, qui est l'annonce de ce qui va se passer. Bob ignorait qu'il allait se passer X, Y, Z, ou que il ou elle allait rencontrer tel truc au prochain coin de rue. Et enfin, il y a, en tout cas moi, c'est des formes que j'ai identifiées, il y a la construction narrative, qui est finalement un peu un jeu sur le flashback aussi, qui était très cher à cette vieille série Alias, si ça vous dit quelque chose. Tout qui pète, on retrouve les personnages accrochés avec deux index au bord d'un building, dans une situation extrêmement compliquée, et là on a 24 heures avant 2 points. Donc du coup on sait déjà qu'on va arriver là, mais l'idée c'est comment. Alors, moi, j'ai l'impression que la figure, elle est éminemment risquée, parce que si on annonce le futur d'une manière ou d'une autre, on court éventuellement, structurellement, le risque de vendre un peu la mèche quant à ce qui va se passer, ce qui va se passer quant au futur. Donc il me semble, mais peut-être n'êtes-vous pas d'accord, que tout l'enjeu de cette figure, tout l'enjeu de ce truc-là, c'est de finalement maintenir l'intérêt, parce que si on sait ce qui va se passer, pourquoi on va lire? Et je vois Estelle sourire, et j'ai dit avant cet enregistrement qu'elle ne serait pas d'accord avec moi. Est-ce que ma prophétie était bonne? Eh ben écoute, oui Lionel, ta prophétie était bonne, voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. Et parfait. Notamment en fait, alors déjà, deux des principaux cas que tu viens d'évoquer. Donc là, nous vous parlons depuis le passé, depuis le début du mois d'octobre. Et deux des principaux cas que tu viens d'évoquer, en fait, c'est deux des cas autour desquels je joue dans mes deux romans de l'automne. Puisque donc Ouijigo, mon roman donc flirtant avec le roman d'horreur, on va dire, pour résumer, c'est à la base, donc il commence en 1793, mais l'essentiel du roman, c'est l'un des personnages de 1793 qui raconte ce qui lui est arrivé presque un demi-siècle plus tôt. Donc en fait, on a le marquis, le vieux marquis en 1793, il est vieux. On a le marquis en 1793, on a tout ce qui tourne autour de lui comme rumeur, comme légende, etc. On a aussi, mine de rien, comment la vie et surtout ce fameux mystère donc d'un demi-siècle plus tôt l'a marqué. Mais on n'a pas ce qui s'est passé un demi-siècle plus tôt. Et tout l'essentiel du roman, en fait, c'est le marquis racontant son histoire. Et au contraire, en fait, c'est un fonctionnement assez traditionnel de film noir, pour le coup, et qui, pour moi, loin de casser l'intérêt, au contraire, vraiment le booste, et ce pour deux raisons. C'est la première des deux raisons, c'est que on a en fait le résultat, quelque part, du mystère. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quel est ce qu'il y a eu qui a fait que on est dans cet état-là? Bon, en général, il faut mieux donc que le personnage soit dans un état intéressant et, si possible, assez mauvais, l'état en question. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est tout cassé de partout, avec des cicatrices en plein milieu du visage, et en plus, il est devenu moral après ça. Donc là, pour le coup, c'est vraiment dangereux quand même. Voilà. Premier intérêt. Et le deuxième intérêt, mine de rien, c'est de jouer avec l'attente du lecteur, parce qu'à la fois, il faut donner au lecteur ce qu'il demande. C'est-à-dire, effectivement, on va savoir pourquoi le personnage en est arrivé là, mais ce qui est beaucoup plus fort, c'est quand en plus on arrive à déplacer cette attente, c'est-à-dire qu'à la fois, à la fin, on sait pourquoi le personnage en est arrivé là, mais on s'aperçoit aussi que c'est plus vraiment l'essentiel, et que cela en question n'est pas forcément celui qu'on croyait au départ. Et pour finir là-dessus, un exemple assez récent aussi, justement, qui est pas parfait sur plein de trucs, mais qui joue plutôt bien avec ça, assez récent par rapport à ce fameux mois d'octobre 2021. C'est le film Réminiscence qui joue aussi là-dessus et qui, lui, pour le coup, joue beaucoup sur la mémoire et où, par moments, on ne sait pas si on est dans la mémoire, dans le passé, dans l'avenir, etc. Donc, en plus, on peut jouer assez loin là-dessus après. Voilà. Et à un autre moment, peut-être, je vous parlerai de l'élu de la prophétie. Alors, en fait, on est complètement d'accord, en vrai. C'est parce que, moi, je disais,
c'est risqué. Mais c'est risqué. Enfin, je joue aussi avec ça, par exemple dans Les Dieux Sauvages, où on a des extraits de la chronique religieuse de la personnage principale. Et en fait, les extraits de la chronique religieuse sont quand même très en décalage par rapport à ce qui s'est vraiment passé, et en plus par rapport à la doctrine. Et même, je suis un gros vilain, parce que dans l'univers d'Evanégir, il y a des trucs qui se passent avant, qui se passent après. Et techniquement, dans Les Dieux Sauvages, on dit que le monde est en danger, mais puisqu'il y a un bouquin qui se passe 500 ans après, qui est Port d'âme, techniquement, le monde a survécu. Alors après, on est entièrement d'accord. C'est pour ça que quand je dis que c'est risqué, ce que j'ai assez fréquemment vu, notamment dans les récits de jeunes auteurs, c'est que l'aspect de la prophétie ou même du flash forward se concentre sur le quoi et pas sur le comment. Et en fait, on est d'accord, tu l'as dit, tout est dans le comment. Dans la subversion aussi des attentes, c'est-à-dire comment ça se passe. Il y a un exemple éminemment ancien qui est le voyage à Samarcande, où la mort vient voir le marchand, et le marchand sait que s'il voit la mort, il va mourir. Alors il y a plein de versions, mais de mémoire c'est ça. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage jusqu'au bout du monde, et il va à Samarcande, et la mort est là en l'attendant, en disant en gros je savais qu'il fallait que je vienne te voir ici, mais j'ai pas compris pourquoi. Je dirais quelque part c'est un des plus anciens exemples de prophétie, et ça fonctionne avec justement la subversion des attentes. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, comme tu dis, comment ça va se passer. Mais en fait, on est en train de parler de deux choses qui sont différentes. Pour moi, il y a deux cas de figure différents dans ce qu'on a évoqué. On a effectivement le récit qui commence par une annonce de quelque chose et on découvre comment. Moi, j'ai pensé à des exemples de livres qui m'ont beaucoup marqué sur ça. Il y avait par exemple Le Moineau de Dieu, où on sait qu'un équipage est revenu d'une expédition sur une planète. Un des personnages est traumatisé. Il s'est passé quelque chose d'affreux. On sait que ça a été affreux. On doit attendre tout le livre pour savoir ce qui s'est passé, et il y a un effet de suspense monstrueux. Donc on a ce type d'effet où dès le départ on sait quelle est la fin, et on se pose la question du comment. Mais après, la prophétie, pour moi, c'est complètement autre chose, parce qu'une prophétie est posée, on ne sait pas si elle va être accomplie. On ne sait pas si elle va être accomplie, on ne sait pas si elle va l'être d'une manière classique, on ne sait pas si peut-être, finalement, il va se passer complètement autre chose. Donc pour moi, c'est presque le cas de figure inverse. La prophétie, c'est un élément de suspense, c'est une promesse narrative qui sera peut-être tenue, peut-être pas, ou qui va peut-être être tenue d'une manière complètement inattendue. Ou parfois, je pense à un cas de figure comme on a souvent dans les mythes grecs, la prophétie qu'on cherche à éviter, et c'est comme ça qu'on provoque exactement ce qu'on cherchait à éviter. Donc pour moi, c'est pas du tout la même chose qu'avoir un effet d'annonce de dire voilà, je vais vous amener à ce point, et maintenant je vous explique comment. La prophétie, c'est je vous explique qu'il va probablement se passer ça. Mais probablement. Je sais pas si vous êtes d'accord. Si, pour moi, dans le probablement, quelque part, on est déjà dans le twist, en fait. On est dans le twist, mais disons que pour moi, un récit de prophétie, on a tout à fait la possibilité qu'elle ne soit pas accomplie. Alors que quand on nous montre ce qui s'est déjà passé, enfin ce qui va se passer à l'avenir, on nous le montre comme un fait établi. On sait que cette scène a lieu. La prophétie, on n'a aucune certitude qu'elle va être accomplie. Après, et c'est là le moment où je parle d'élu de la prophétie. Parce que quelque part, c'était annoncé, tout ça. Enfin, ça marche très bien cet épisode. Bravo Lionel pour la construction de base. Je suis devin parce que j'ai rien fait. Oui, c'est la base en fait. Être devin, c'est finalement ne rien faire. C'est très profond comme façon de voir les choses. Mais l'élu de la prophétie, c'est certes une figure qui est devenue limite un cliché de la fantaisie que beaucoup de gens refusent. Mais il y a aussi plein d'aspects super intéressants dedans. Il y a évidemment donc le suspense dont vient de parler Mélanie et tout ça, la promesse narrative. Mais aussi, peut-être, on peut s'interroger sur pourquoi cette figure parle autant au récit de fantaisie. Mine de rien, quelles sont ses résonances politiques, sociétales, etc. Et par exemple, donc, ce que la recherche d'un élu dit d'un monde de fantaisie. Quel élu recherche-t-on? Pourquoi? Comment le voit-on? Comment l'imagine-t-on? Est-ce que cet élu existe vraiment ou pas? S'il existe, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que lui est un élu? Et là, forcément, les réponses qu'on va donner dans nos romans aussi vont être hyper chargé de sens, de symboles. Et par exemple, s'il y a un élu, parce que de toute manière, la prédestination existe, et il y a des gens qui de base sont des héros et d'autres qui sont des salauds, là, en gros, on est un peu en train d'écrire un truc super réac en général. Voilà. Si on est dans un monde où l'élu, donc, ça doit forcément être le fils bâtard d'un prince, d'un roi ou d'un noble, pareil, peut-être qu'écrire ça au XXIe siècle, c'est pas forcément faire preuve d'un progressisme grandissant. Si on se demande pourquoi tout le monde cherche un élu, qui est-il? Pourquoi ce monde a besoin d'un élu? Et est-ce que le fait de se focaliser sur la figure de l'élu, c'est pas aussi une manière bien pratique de ne pas voir qu'il faudrait peut-être qu'on s'y mette tous en tant que société pour régler certains problèmes? Voilà, il y a aussi toutes ces interrogations-là derrière la figure de l'élu de la prophétie, et le fait quelque part de se décharger un peu sur la recherche d'un élu mythique, donc du fait que nous tous, en fait, en tant qu'êtres humains dans une société, on devrait peut-être se retrousser les manches pour régler des problèmes et des soucis afférents, quoi. Complètement. Mais ce qui est intéressant dans une figure qui est un cliché, c'est comment on l'utilise en ayant conscience qu'elle est un cliché et ce qu'on peut en faire.
On peut aussi jouer sur un élément de suspense, alors qui nous emmène un petit peu moins loin, mais jouer sur la surprise si on sait qu'effectivement peut-être qu'un des personnages du récit va être un élu, de partir à l'endroit où on l'attendait pas du tout. On peut avoir une figure qui semble incarner cet élu et finalement c'est complètement autre chose qui va se passer. Mais je suis d'accord avec toi, le plus intéressant c'est de réfléchir en quoi c'est un cliché et à quel développement on peut faire à partir de là. Et aussi, mine de rien, qui élit les élus en fait? Qui leur donne ce pouvoir? Qui leur donne cette importance? D'où ça vient? Et là, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à creuser en fait pour trouver des réponses. Et ça ne veut pas du tout dire, comme on entend parfois quand on commence à réfléchir sur les grandes figures du genre, oui, non mais vous allez faire perdre toute la magie et tout. Non, je pense qu'on peut au contraire trouver une magie différente et peut-être plus ancrée encore en réfléchissant sur les grandes figures du genre. Et clairement, ça pour le coup en plus c'est mon autre roman de l'automne. Et L'Arpenteuse de rêve, c'est clairement aussi un jeu sur la figure de l'élu. Et notamment, qu'est-ce qui crée cet élu-là? Qu'est-ce qui crée ce conte et pourquoi? Et là, après, on peut trouver, justement, creuser un peu plus loin et créer de nouveaux contes, peut-être, en allant voir au-delà de la surface, quoi. Ça donne super envie, en tout cas, dit comme ça. C'est pas un thème qui me passionne forcément, mais présenté comme ça, c'est hyper intéressant. Complètement. Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on a pu déjà dire de loin en loin, et puis je crois qu'on avait fait un épisode dessus sur les clichés, les archétypes. Un cliché, c'est un archétype qui a mal tourné. Les archétypes ont une raison d'être, parce qu'ils résonnent très profondément avec notre inconscient personnel et collectif. Et la créativité et la personnalité qu'on infuse dans les figures et justement du coup le comment, c'est là qu'on va trouver justement à la fois des choses originales, intéressantes et nouvelles à traiter et de cette manière-là, je pense que les grandes figures sont quelque part inépuisables. Mais tout est dans le comment, un peu de la même manière. Je veux dire, c'est comme dans la tragédie grecque ou dans un James Bond. Dans la tragédie grecque, on sait que ça va pas bien se passer. Dans un James Bond, on sait que normalement il va plus ou moins gagner à la fin. On va regarder comment. Et c'est finalement dans la subversion des attentes. Bon, je sais que je reviens là-dessus, on n'était pas tout à fait d'accord sur le twist, mais justement là, il y a un jeu qui peut être hyper fun dans la prophétie, comme dans même le flash forward. C'est ce que tu disais, Estelle, je suis 200% d'accord, parce que 200% d'accord, c'est possible. On en est là, mais comment ça s'est passé? Et c'est là où tu twistes à fond. Babylon 5, qui est mon grand truc devant l'éternel, joue énormément avec ça. Quelque part, c'est un motif qu'on retrouve aussi dans le motif du voyage dans le temps. Comment est-ce que les paradoxes temporels se justifient, ou comment est-ce que le visiteur ou visitrice du futur arrive, explique ça va se passer comme ça et comment on va arriver à la situation. Ou d'ailleurs, ça rejoint la prophétie, comment est-ce qu'on va en s'en écarter. Moi, j'ai l'impression, quelque part, que, alors évidemment, comme dans toute figure narrative, le flashback, comme le flash forward, s'intéresse au quoi et au comment, mais le flashback informe beaucoup le lecteur sur le quoi, et fait émerger le comment, alors que le flash forward ou la prophétie va vraiment trouver son sel dans le comment avant d'être dans le quoi. Mais évidemment, il faut que les deux s'associent, quoi. Je pourrais peut-être juste rajouter un dernier petit cas à tout ce que tu as dit, Lionel, est très bien. C'est ce qui était une de mes passions profondes au temps du théâtre, à savoir la tragédie racinienne. Et alors, en gros, grosso modo, la tragédie racinienne, pour ceux qui connaissent pas, les héros savent dès le début que de toute manière, ça va très mal finir, et à la fin, ça finit très mal. Parfois, ils s'illusionnent pendant à peu près 2 vers. Surtout sur Andromaque qui est ma favorite, où en gros les 2 premiers vers, c'est oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle, et son courroux déjà semble s'être adouci. Ça c'est le 3e vers, donc 3e vers en fait déjà ça nuance et ça dit que semble s'être, ouais mais en fait il s'est pas vraiment adouci et ça va aller mal quoi. Et pour le coup il y a aussi quand même cette fascination de voir des héros écrasés par le destin, écrasés par la tragédie, et de voir ceux qui luttent quand même pour s'en sortir, mais où quelque part tout ce qui peut les sauver, c'est ceux qui resteront. Après je veux dire, c'est Racine, c'est hyper janséniste et tout, mais l'idée c'est que c'est ceux qui resteront fidèles au passé, qui ne chercheront pas en fait à gagner une liberté donc qui n'est pas accessible à peut-être à l'homme en général, en tout cas certainement aux héros raciniens, qui arriveront à survivre à la fin. Voilà, et ça quand même, c'est très sombre. Et pourquoi ces tragédies si sombres, si désespérées, malgré tout continuent à nous toucher? Est-ce qu'il n'y a pas aussi donc une façon de contempler un peu les limites de l'homme dans ce miroir obscur qui nous fascine malgré nous, même si c'est pas forcément quelque chose qui correspond aux philosophies qui nous touchent dans la vie de tous les jours et dans nos écritures à nous? C'est marrant ce que tu dis, parce que un autre exemple qui m'est venu pendant qu'on discutait, c'était Lovecraft. Oh oui, c'est vrai. Qui fonctionne exactement sur le même principe. Ah, je vais devenir fou, je me tire une balle ce soir, mais il faut que je vous explique pourquoi. Et en fait, c'est rigolo. Tout ce que tu dis sur Racine, tu peux l'appliquer
quasiment texto à Lovecraft. Et il y a exactement cette même fascination du ce soir je deviens fou, mais il faut que je vous explique avant de me tirer une balle, quoi. Bah, et puis en plus, sur Racine comme sur Lovecraft, ouais, Racine, Lovecraft, même combat. Ce qu'il y a, c'est que c'est mine de rien des auteurs qui vont beaucoup parler à des gens, Racine dans le théâtre, Lovecraft dans la culture geek et tout, qui vont pas forcément partager leur vision du monde, mais où il y a quelque chose d'attirant presque à un niveau, pour le coup, complètement poétique et littéraire, plus qu'à un niveau philosophique, qui fait qu'après, on va prendre des bases donc raciniennes ou Lovecraftiennes pour finalement écrire des récits qui, philosophiquement, disent presque l'inverse des grands textes raciniens ou Lovecraftiens. Eh ben, c'est un merveilleux mot de la fin. Nous avons rejoint le présent. Une petite citation pour terminer. Citation de Mark Twain. L'art de la prophétie est extrêmement difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.